Monsieur Seldon présente l'élection présidentielle française de janvier 1920. Bon, comment dire, disons que la période de 1913 à 1920 a été plutôt agitée, c'est le mot. Sans exhaustivité, on va revenir sur les points clés du septennat de Raymond Poincaré durant cette période décisive. Comme vous le savez sûrement, le 28 juin 1914, un nationaliste serbe assassine le prince héritier austro-hongrois à Sarajevo. Soutenu par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie décide de déclarer la guerre à la Serbie, alliée de la Russie. La logique des alliances provoque rapidement le déclenchement d'une guerre à l'ampleur inédite. Le conflit est intense, violent et dévastateur, à l'image de la bataille de Verdun. La vie politique française s'en trouve naturellement bouleversée. Quelques mois plus tôt, les élections législatives de 1914 avaient une nouvelle fois donné la victoire à la gauche. La SFIO devient ainsi le deuxième groupe de la Chambre derrière les radicaux. En juin 1914, Poincaré nomme René Viviani, républicain socialiste indépendant, comme président du Conseil. L'un de ses proches soutiens, Jean Jaurès, leader historique de la SFIO et militant pacifiste, est assassiné par un étudiant nationaliste et revanchiste. Cette mort va conduire paradoxalement les socialistes à rejoindre le gouvernement d'union nationale, l'union sacrée pour reprendre la célèbre formule du président Poincaré. Les partis politiques mettent leurs différends de côté pour s'associer au sein d'un même gouvernement afin de défendre la patrie en danger. À René Viviani va succéder Aristide Briand, puis Paul Painlevé, issus tous les trois du Parti républicain socialiste. Les rapports avec la droite se détériorent rapidement, et en novembre 1917, le président Poincaré se résout à appeler son ancien rival, le radical indépendant Georges Clemenceau, à la présidence du Conseil. D'après l'historien Michel Winocq, une certaine forme de cohabitation se met en place entre les deux hommes. Poincaré souhaite poursuivre les Allemands jusqu'à chez eux, alors que Clemenceau veut obtenir un armistice dans les meilleurs délais, chose faite le 11 novembre 1918. Par ailleurs, c'est Clemenceau et non Raymond Poincaré qui représentent la France au traité de Versailles. Poincaré, désabusé par les limitations de la fonction présidentielle, dissimule sa frustration à se retrouver dans l'ombre de celui à qui on a encore attribué un nouveau surnom, le père la victoire. Le gouvernement Clemenceau a alors la tâche difficile de s'atteler à la reconstruction d'un pays qui a connu la mort de 2 millions de ses compatriotes et près de 36% de ceux qui avaient entre 19 et 22 ans en 1914. Une loi viendra notamment réduire le temps de travail à 8 heures maximum par jour, permettant aux salariés de bénéficier pour la première fois de week-end à l'anglaise. En novembre 1919, les premières élections législatives depuis le début de la guerre se tiennent. Un nouveau mode de scrutin est mis en place, venant remplacer le traditionnel majoritaire à deux tours qui était en vigueur depuis 1889. Désormais, le scrutin est mixte, alliant majoritaire à un tour et proportionnel, dans le cadre de départements et non plus d'arrondissements. Le but de ce changement de mode de scrutin est de mettre fin au fief d'hommes politiques et de permettre la formation de majorités politiques plus larges et plus stables, capables de soutenir un gouvernement plus longtemps. La SFIO ne renouvelle pas d'alliance avec les autres partis de gauche, isolant de facto les radicaux. Cependant, à droite, les nationalistes, les catholiques de l'ALP, les républicains progressistes de la FR se rapprochent des républicains modérés de l'AD au centre droit, ainsi que de radicaux indépendants de droite qui ont pris leur distance avec le parti radical. Le chef de file de cette alliance inédite, le Bloc national, n'est nul autre que Georges Clemenceau, le père la victoire. Derrière le slogan « L'Allemagne payera », le Bloc national parvient à axer la campagne sur le patriotisme et la peur du bolchevisme, mettant en difficulté la SFIO qui refuse de prendre position sur la révolution russe de 1917. La victoire du Bloc national est nette, c'est une vague bleue qui déferle sur la Chambre, surnommée durant cette législature la Chambre bleue horizon, en raison du très grand nombre d'anciens combattants qui y siègent, 40% du total des députés, le bleu étant à la fois la couleur des uniformes militaires français et désormais celui de la droite. La Chambre connaît également un grand renouvellement avec 60% de nouveaux élus. La défaite est en revanche sévère pour la gauche, la SFIO perd le tiers de ses sièges, le Parti radical, la moitié. Seulement 2 mois après les législatives doivent avoir lieu les présidentielles. Raymond Poincaré, pressenti candidat et favori, décide finalement de ne pas se représenter, perpétuant ainsi une forme de tradition instaurée par Émile Loubet. 2 candidats sont alors donnés favoris. Clemenceau, bien sûr, porté par un grand soutien populaire, et Paul Deschanel, président de la Chambre des députés depuis plus de 7 ans. Les deux hommes sont des adversaires de longue date, s'étant notamment affrontés en duel à l'épée 25 ans plus tôt. Deschanel, dandy mondain, figure de proue des républicains modérés de l'AD, a derrière lui de brillantes carrières parlementaires, en plus d'être membre de l'Académie française, mais aussi de l'Académie des sciences morales et politiques. Ambitionnant depuis longtemps la fonction présidentielle, Deschanel a par prudence refusé à 4 reprises la présidence du Conseil. L'élection semblait promise à Clemenceau, mais le tigre va commettre de nombreuses erreurs.
Considérant la présidence de la République comme, je cite, aussi utile que la prostate, il refuse de faire campagne, mais aussi de déclarer officiellement sa candidature. Il s'acharne sur Aristide Briand, parlant de le traduire devant la haute cour, l'accusant d'avoir entretenu des contacts avec les Allemands pendant la guerre. Aristide Briand, furieux bien entendu, fera alors tout pour l'empêcher de gagner, réussissant à retourner la droite catholique contre cet athée hostile au rétablissement des relations avec le Vatican. La gauche, de son côté, est inquiète que Clémenceau puisse utiliser sa popularité dans l'opinion pour accroître de façon importante les pouvoirs du président, pouvant amener éventuellement à une dérive autoritaire. De son côté, Deschanel promet d'œuvrer au rétablissement des relations diplomatiques avec le Vatican, renforçant le soutien que lui apporte la droite catholique. Le Parti radical décide d'investir l'ancien président du Conseil, Léon Bourgeois, actuel président du Sénat, mais ce dernier est rapidement pris en tenaille entre le vote utile en faveur de Clémenceau et les anti-Clémenceau qui décident de voter directement pour Deschanel. On notera aussi la candidature surprise du général Ferdinand Foch, très remarqué pendant la guerre, qui jouit d'une importante popularité, mais une partie de ses partisans souhaite directement participer au match qui oppose Clémenceau à Deschanel. Conformément à la tradition républicaine, un vote préparatoire se tient au Palais du Luxembourg lors d'une réunion plénière le 16 janvier 1920. À la surprise générale, c'est Paul Deschanel qui finit premier avec 19 voix d'avance sur Georges Clémenceau, 49,63% contre 47,32%. Le report des parlementaires de droite a donc été décisif. Les membres du gouvernement Clémenceau se rendent chez ce dernier afin de le convaincre d'imiter Raymond Poincaré, qui 7 ans plus tôt, en 1913, avait été devancé au scrutin préparatoire mais s'était tout de même présenté devant l'Assemblée nationale où il l'avait emporté. Mais Clémenceau refuse. Deschanel devient ainsi le seul candidat désigné, les socialistes renonçant à présenter un candidat contre lui, tout comme le parti FR. Et voici les résultats et Paul Deschanel, seul candidat désigné, remporte l'élection dès le premier tour avec 734 voix sur 868 suffrages exprimés, soit 84,56%. Il s'agit du plus grand nombre de voix jamais obtenues par un candidat à la présidence sous la Troisième République. Les autres voix se répartissent entre des candidats ayant renoncé à leur candidature. L'indépendant Ferdinand Foch reçoit finalement 7 voix, soit 0,80%. Amer, Georges Clémenceau et ses collaborateurs refusent de féliciter le président élu. Le nouveau président reçoit cependant de nombreuses félicitations d'une partie de la presse, d'artistes comme Pierre Loti ou Colette, et des messages chaleureux du président sortant Raymond Poincaré. De son côté, un jeune officier, Charles de Gaulle, écrit « L'élection de Deschanel ne m'attriste pas, je crois qu'il a toutes les aptitudes de la fonction, et d'abord il est marié avec des enfants. » À l'étranger, c'est l'incompréhension devant l'échec de Clémenceau. Le Premier ministre du Royaume-Uni, David Lloyd George, confie en privé, Pilar, ce sont les Français qui ont ce coup-ci brûlé Jeanne d'Arc. Au lendemain de l'élection, le 18 janvier, Georges Clémenceau présente la démission de son gouvernement et le président de la République sortant, Raymond Poincaré, nomme Alexandre Millerand à la présidence du Conseil. À 78 ans, Georges Clémenceau quitte la vie politique après une carrière de 45 ans, riche en rebondissements et bien sûr en punchline. Réalisant enfin le rêve de sa vie, Paul Deschanel prend ses fonctions un mois après le scrutin, le 18 février 1920, mais le réveil va être très difficile.